Bonsoir à tous et bienvenue dans ce cursus que nous allons essayer de travailler ensemble dont le projet se nomme Héritage. Donc Héritage, pourquoi? Parce que j'ai envie de vous donner une partie de tout ce que je connais. Donc j'ai beaucoup de choses que j'ai appris et il y a tellement de choses à apprendre. Je ne peux pas tout contenir, je ne peux pas tout avoir pour moi seul, on va dire comme ça. Et du coup, j'ai créé ce projet-là pour aussi déléguer une partie de mon savoir à chacun d'entre vous. Et je n'ai pas que des compétences en informatique, et j'ai aussi des compétences particulières que je dirais peut-être à chacun d'entre vous pour ceux qui sont curieux. Parce que pour moi, c'est aussi essentiel de se dire qu'il faut avoir des compétences particulières, même si vous travaillez dans un domaine. Il faut essayer de développer vos compétences particulières. Et nous tous, nous avons des compétences particulières. Et ce sont ces compétences-là qui vont faire en sorte que parfois d'autres personnes vont compléter leur salaire. Donc, si vous travaillez aujourd'hui et que vous faites quelque chose à côté, c'est parce que voilà, vous avez des compétences pour faire autre chose à côté. La formation, c'est pour tout le monde, hein, donc tout le monde a besoin de se former. Il n'y a pas d'âge pour se former. Et vous voyez que dans notre domaine, on est toujours amené à se former. Et ce qui m'intéresse encore, c'est le fait que vous ayez des profils très différents, mais vous êtes toujours dans l'IT. Et vous avez vu finalement que aujourd'hui, on va avoir un développeur, on va avoir un DevOps qui veut se former par exemple sur la partie système, alors qu'on dit par exemple que le DevOps, c'est le métier de l'avenir. Donc, il y a des discussions comme ça, on dit, ouais, c'est maintenant le DevOps, c'est la tendance. Et vous voyez quelqu'un qui fait du DevOps qui vous dit, ah non, moi, je voudrais revenir vers l'administration système. Et là, vous commencez à vous dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on se forme tout le temps? Pourquoi on change de métier tout le temps? Pourquoi on n'est jamais tranquille, on n'est jamais stable? Il faut savoir ce que vous voulez faire et ensuite, il faut évoluer dans votre métier. Il ne faut pas être dispersé parce que la dispersion, justement, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous former tout le temps et vous n'allez jamais profiter de la vie. Alors, aujourd'hui, on va justement aborder ce premier thème-là. Comme c'est la première journée aujourd'hui, on ne va pas faire de formation. Donc, en gros, je vais vous donner les directives. Vous avez déjà à peu près le programme, mais c'est un programme qu'il faut respecter à la lettre. Et ce qui me faisait peur, c'est que je me disais, ouais, il y a peut-être des personnes qui ne vont pas maîtriser les concepts de réseau, parce que le réseau sera très, très, très important pour la formation. Donc, je pense que chacun de vous sait quand même ce que c'est qu'une adresse IP. On est sur une formation qui va durer 3 mois, et cette formation-là doit être intense. Pourquoi j'ai pris 3 mois? Tout simplement parce que le problème de la formation aujourd'hui, c'est que quand vous apprenez, si vous ne mettez pas en pratique, vous oubliez. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous oubliez, il faut encore revenir en arrière. Et quand vous revenez en arrière, c'est une perte de temps. Donc forcément, quand vous apprenez, il faut qu'une entreprise vous embauche tout de suite. Mais il y a un seul avantage, c'est que en entreprise, vous n'allez jamais faire ce qu'on vous apprend forcément à l'école. La chance que vous avez aujourd'hui, c'est que alors il y a deux qui sont à l'école, qui n'ont pas encore une expérience en entreprise, mais c'est bien justement parce que à travers notre parcours, vous allez aussi comprendre comment fonctionnent les entreprises. Alors, je n'ai pas eu d'expérience en Afrique, mais j'imagine qu'en Afrique, on copie aussi le modèle occidental et dont les entreprises essayent de fonctionner comme en Occident. Donc, pour ceux qui sont en France, ce que je peux vous dire, ou bien en Europe, ce que je peux vous dire, c'est que vous n'allez jamais faire ce que vous voulez en entreprise. Il y a des règles à respecter, il y a des directives que des entreprises ont. Elles ont une philosophie. Vous allez retrouver, on va dire, 2 types d'entreprises. Bon, il y en a 3, mais on va dire qu'on a les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. Alors, quand vous cherchez du travail, ce que vous avez envie, c'est de travailler pour un grand groupe. Vrai ou faux?
tout le monde a envie de travailler chez un grand groupe. Sauf oui, être interne chez un grand groupe. Oui. Être interne chez un grand groupe. Vous avez envie de travailler chez des grands groupes. Mais est-ce que vous savez réellement comment les grands groupes fonctionnent? Vous avez le choix. Si vous voulez travailler pour une grosse entreprise, vous savez que si vous êtes en Afrique, ça peut être compliqué parce qu'en Afrique, on a encore nos problèmes de corruption où il faut quelqu'un pour vous placer quelque part. Donc, ça peut être difficile. En France, les grosses entreprises fonctionnent beaucoup plus avec les prestataires. Maintenant, les petites ou moyennes entreprises, c'est très intéressant parce que dans les petites entreprises, elles n'ont pas beaucoup de personnel, mais parfois vous pouvez tomber sur des entreprises qui ont beaucoup de clients. La plupart de mes formations qui sont sur mon site là, ce sont on va dire des solutions que j'ai déployées en entreprise et je travaillais dans une petite entreprise. C'est là-bas que j'ai tout appris, Windows Server, les firewalls. Alors, je n'ai même pas fait une formation sur Storm Shield, mais on installait des Storm Shield. La téléphonie IP, c'est là-bas que j'ai tout fait. J'étais alternant là-bas, donc un peu comme un stagiaire pendant 2 ans. Mais pendant 2 ans, j'ai bossé comme un malade. Le problème avec les petites entreprises, c'est que vous allez peut-être vous sentir exploité. Parce qu'on n'a pas beaucoup de personnel, mais vous avez du boulot, quoi. Que ce soit en France, et j'imagine peut-être aussi chez nous en Afrique, il y a quand même de quoi faire. Et c'est auprès des petites entreprises que vous allez vraiment faire ce que vous voulez dans votre métier. Parce que vous pouvez être aussi force de proposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous formez sur Windows Server, vous travaillez pour une petite entreprise qui a plein de clients, un jour, vous vous dites, oui, mais on n'a pas assez de personnel pour, par exemple, faire des gros déploiements. Comment on fait? Et là, vous vous dites, ah, il y a une solution comme Ansible, comme ça, qui peut, par exemple, nous permettre de faire des déploiements à grande échelle. Ça peut nous aider déjà à préparer tous nos switches. Et parce que dans les petites entreprises, vous n'allez pas installer des routeurs. Ce sont les opérateurs télécoms qui viennent installer des routeurs. Et c'est vous qui allez installer les switches. Donc, vous êtes plutôt sur la partie LAN. C'est pour cela que j'avais dit, ne vous focalisez pas. Si vous faites du réseau, ne vous focalisez pas trop sur la partie WAN. La partie WAN, c'est la partie opérateur où vous allez travailler sur les réseaux MPLS. Mais le LAN est bien. Pourquoi? Parce que vous allez maîtriser toute la partie, la couche basse, on va dire à partir du switch jusqu'aux périphériques finaux. Donc switch, firewall, ensuite imprimante, ordinateur, serveur. Vous avez énormément du boulot. Sachant que ça c'est le matériel physique. Après, vous avez toutes les applications qu'il faut aussi gérer. Donc, antivirus, applications métier, base de données. Vous avez énormément de boulot à faire. Alors, quand vous travaillez dans les grandes entreprises ont beaucoup d'argent et vont embaucher beaucoup de prestataires, beaucoup de personnel. Comment ça se passe? On scinde les services. Ça veut dire que même si on te paye, on va dire 45 000 euros, on peut t'appeler juste pour venir faire une seule tâche. On te dit, oui, toi, tu vas travailler sur un fichier Excel pour faire les mises à jour parce qu'on est en train de travailler sur un gros projet national, tout ça. Oui, il y a plein de personnes qui bossent sur le projet et parfois les projets n'avancent pas vite dans les grosses entreprises parce que il y a ce qu'on appelle en fait il faut demander des autorisations. Si vous voulez faire quelque chose, il faut envoyer un mail à un responsable, il faut que ça soit validé, etc. Donc ça n'avance pas vite. Alors que les petites entreprises, vous êtes 5 techniciens là et vous avez peut-être une centaine de clients. C'est chaque technicien qui doit être performant. Et la moindre erreur peut être problématique pour l'entreprise parce qu'un technicien, si un technicien n'est pas là et qu'il y a par exemple beaucoup de déploiements à faire, si au niveau support et tout, on a besoin de quelqu'un, si la personne n'est pas là, ça se ressent. Donc ceci dit, si vous guettez les grosses entreprises, soyez sûr, vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut savoir quel type d'entreprise vous allez choisir. Si vous partez dans une grande entreprise, je répète bien, vous risquez de ne pas apprendre grand-chose. Et si vous n'apprenez pas grand-chose, c'est un peu comme si vous avez perdu votre temps parce que le jour où vous allez décider de démissionner, vous allez montrer votre CV quelque part, on va voir un CV qui est vide.
Donc, ça va encore faire en sorte que vous allez chercher à vous reformer, ce qui va vous faire perdre énormément de temps. Pourtant, si vous visez une petite entreprise voilà, qui a besoin vraiment de former quelqu'un, elle va vous former, elle va vous apprendre beaucoup de choses. Et puis, quand vous allez apprendre beaucoup de choses, c'est fini. Vous pouvez postuler partout où vous voulez. Vous allez toujours avoir du travail, vous allez toujours avoir quelque chose. Or, c'est difficile, par contre, quand vous sortez directement d'une grosse entreprise et que vous n'avez rien appris. C'est plus difficile de retrouver du boulot. Donc ça, c'est ce que j'avais aussi vraiment envie de vous dire. C'est très important pour le choix de l'entreprise. Donc ne regardez pas les entreprises parce que vous allez vous dire, oui, les grosses entreprises, il y a un comité d'entreprise, ça paye bien. Déjà, les grosses entreprises ne recrutent pas en interne facilement. Hein. Ce n'est pas que les offres d'emploi manquent. C'est juste que les recrutements se font en interne. Ça veut dire que quelqu'un qui fait comptabilité peut décider de répondre à une offre en interne pour faire de l'informatique. C'est comme ça que ça se passe dans les grosses entreprises. Les recrutements se font en interne. Et le jour où on a besoin d'un externe pour l'embaucher en interne, là, le recrutement, vous le sentez surtout dans les services informatiques. On ne recrute pas facilement comme ça. Il faut quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, quelqu'un qui a quand même un bon niveau d'études. Et ensuite, on lui fait passer des tests. Hein. Donc, moi, j'ai passé des tests, par exemple, à la SNCF. Il y avait à peu près une vingtaine de personnes et le processus de recrutement était très, très long. Et quand on vous prend, c'est parce que derrière, il y a des avantages aussi, comme la formation. Vous n'allez plus jamais payer de formation dans votre vie. Et les formations sont toutes financées. Donc, on ne prend pas n'importe qui. Enfin, et quand je dis n'importe qui, c'est que on ne vous dit pas juste oui, vous avez postulé, oui, on vous prend tout de suite. Quand on veut faire un recrutement en interne dans une grosse boîte, il y a vraiment ce qu'on appelle du tamis. Donc, pour moi, ne partez pas sur cette réflexion en disant oui, je veux à tout prix me faire embaucher dans une grande entreprise. Il y a aussi des petites entreprises qui ont de très bons avantages. Et une petite entreprise, ce n'est pas que une entreprise de 10 personnes. Hein. Et vous avez des petites entreprises comme ça qui payent aussi bien, qui vous proposent, on va dire, des missions intéressantes. Donc, soyez ouverts à tout type d'entreprise, surtout quand vous recherchez de l'expérience. Donc, en gros, je disais aussi tantôt que pour ceux qui sont encore en formation actuellement, il y a une manière d'avoir l'expérience. Il faut savoir que avoir l'expérience, c'est vrai, il y a une expérience sur le terrain, mais étudier aussi, c'est une expérience. Qu'est-ce que vous pensez des chercheurs? Les chercheurs, voilà, ce sont des gens qui sont dans leur coin, qui font des expériences, qui testent des solutions. C'est un peu pareil ce que je fais. Je vous ai présenté peut-être le matériel de tests que j'ai chez moi là. Mais c'est avec ça aussi que je monte en compétence. Et c'est avec ça que beaucoup de personnes montent en compétence. Il faut investir dans le matériel, il faut comprendre le matériel. Pour ceux qui veulent s'orienter dans le commerce, il faut voir comment on fait le choix d'un matériel. Et si par exemple Cisco présente une nouvelle gamme de switch, il faut aller suivre ce webinaire là. Ils vont vous expliquer beaucoup de choses. Ensuite, ils vont vous donner des documents. Il faut lire. Il faut aller sur le site officiel. Vous prenez une gamme de switch. Vous lisez toute la documentation. Vous voyez, parce que vous pouvez prendre un switch qui ne supporte pas plus de 4000 VLAN, alors que vous êtes sur un réseau où il y a plus de 8000 VLAN. Comment vous faites si vous vous trompez sur le choix du switch? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'expertise. L'expertise, ce n'est pas juste aussi ce que vous allez apprendre à l'école. L'expertise, c'est aussi, enfin pas à l'école, mais en entreprise. L'expertise, c'est aussi le fait d'apprendre de vous-même, d'aller lire des documentations officielles, de bien se documenter. Si aujourd'hui vous êtes capable d'expliquer à une entreprise ou à un employeur comment on installe un serveur de A à Z ou comment on fait une migration de A à Z, même si vous n'avez pas d'expérience en entreprise, il va dire waouh, comment vous savez ça? Parce que vous avez expérimenté chez vous.
Donc, vous pouvez vous-même créer vos propres expériences en faisant des recherches personnelles. Et c'est ce que, justement, on va faire dans cette formation-là. Vous apprendre à avoir votre propre expérience et de vendre cette expérience-là aux employeurs. Et si les employeurs ne veulent pas vous recruter, vous créez votre propre entreprise. Pas parce que demain, vous n'allez pas retrouver du travail que vous ne pouvez pas penser à créer votre propre entreprise. Aujourd'hui, si vous apprenez à configurer des serveurs Windows, à configurer des firewalls, à configurer des serveurs de téléphonie, si demain, vous ne trouvez pas du travail, vous pouvez vous-même vendre ces solutions-là aux entreprises. Donc, imaginez, vous cherchez des petites entreprises qui ont 2-3 personnes, qui ont besoin d'un serveur de téléphonie pour avoir 2 téléphones IP. Et cette entreprise-là a besoin d'un serveur. Cette entreprise a besoin d'un serveur de sauvegarde. Vous venez là avec votre petite solution. Vous installez un Windows Server, vous créez 2-3 utilisateurs en fonction du nombre d'utilisateurs de l'entreprise. S'il y a 20 utilisateurs, voilà, vous créez 20 utilisateurs dans l'Active Directory, vous faites votre partage de droits. Vous mettez un petit serveur de sauvegarde pour faire la sauvegarde des fichiers. Et ensuite, vous mettez un petit firewall derrière. Ça vous fait un petit client que vous avez. Et plus, si il n'y a pas beaucoup de personnel, moins vous êtes embêté avec des problématiques. Donc forcément, on ne va pas vous appeler tous les jours pour vous dire il y a telle chose qui ne marche pas. Vous prenez un client à gauche, vous prenez un client à droite, vous prenez partout. Et vous installez vos petits serveurs à gauche, à droite. Ensuite, vous tournez pour faire la maintenance. Et puis le reste, vous faites du support à distance. Et tous les mois, ils vous versent votre argent. Et vous avez créé votre petite entreprise comme ça. Je veux commencer par la virtualisation parce que c'est la virtualisation qui sera l'élément central pour vos labs, puisque la plupart d'entre vous n'ont pas le matériel. Donc, il faut à tout prix maîtriser la virtualisation pour pouvoir faire vos labs. Donc, en virtualisation, j'ai les concepts de comprendre les concepts de virtualisation, mais je pense qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent déjà la virtualisation. Mais c'est bien de repartir, relire rapidement ça. Donc, vous avez du VirtualBox qui s'apprend en un jour. Vous pouvez apprendre VirtualBox ou même en quelques heures, vous pouvez apprendre VirtualBox. J'ai mis Docker à côté parce que Docker, on ne va pas faire beaucoup de choses sur Docker pour l'instant. Parce que j'ai une grosse séance que je suis en train de préparer justement pour utiliser les outils DevOps. Donc, ce que vous allez faire, c'est juste comprendre comment Docker fonctionne parce que on va pouvoir créer par exemple des services pour pouvoir intégrer ces services-là par exemple dans le réseau. Mettre un service NTP. Je n'ai pas besoin de créer un gros serveur ou une machine virtuelle pour créer un service NTP. Je peux tout simplement créer un conteneur et créer mon service NTP dans ce conteneur-là. Donc, il y a des petits trucs comme ça là pour optimiser, par exemple, l'utilisation de vos serveurs avec les conteneurs. Mais il faut quand même commencer à comprendre ce que c'est que la containerisation. Et Docker, c'est le bon compromis pour voir comment Docker fonctionne. Donc, vous pouvez vous dire, soit vous gardez Docker pour la fin. Donc, il y a Proxmox qui est très intéressant aussi. Une solution open source de virtualisation. Et on peut faire aussi du cloud privé avec Proxmox. Donc, c'est très bien de connaître cette solution-là. Je l'ai mis optionnel, mais moi, je vous propose vraiment de suivre ce cours-là. Donc, Proxmox aussi, vous avez la possibilité de créer des conteneurs. Donc, vous allez voir un exemple de création d'un conteneur et comment on va déployer, par exemple, un site web avec WordPress. Donc, Proxmox est capable de le faire. Donc, c'est un très, très, très bon outil que je vous recommande. Ensuite, avec l'administration et réseau. L'administration réseau, c'est un cours, c'est de la lecture. Hein, donc, même sur le site de Cisco, c'est beaucoup de lecture. Il y a beaucoup de concepts de réseau. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur cette formation, je ne parle pas du tout. Je parle rapidement du routage, mais toute la partie WAN, j'enlève carrément parce que je vous ai dit, le WAN, ce sont les opérateurs télécoms.
Qui dit opérateur télécom, si vous avez des parents qui travaillent chez Orange ou bien chez un opérateur télécom et qui peuvent vous placer là-bas, et apprenez le WAN. Mais si vous n'avez personne, ou alors si vous n'avez pas la possibilité de... Si il n'y a pas d'entreprise de télécom dans le pays où vous êtes, n'apprenez pas le WAN. Concentrez-vous sur le LAN. Comme je vous ai dit, le LAN, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez les firewalls. Et aujourd'hui, l'avantage avec les firewalls, c'est que vous avez toute la partie WAN que vous pouvez bien intégrer. Comme par exemple le SD-WAN, pardon, que vous pouvez implémenter par exemple avec FortiGate. Donc, j'ai le cours sur FortiGate où je montre comment on implémente le SD-WAN. Vous avez aussi les VPN qui sont des liaisons WAN. Donc, vous pouvez faire du site à site ou du hub and spoke avec un FortiGate ou tout autre firewall nouvelle génération comme Palo Alto. Bon, je n'ai pas mis la formation sur Palo Alto ici. Et vous avez la partie CCNA V7 où on vous parle beaucoup plus des concepts de sécurité. C'est pour cela que j'ai mis cette partie-là. Elle est optionnelle, mais elle est très intéressante et je vous recommande de la lire parce que vous allez apprendre à sécuriser un switch. Donc, sécuriser les ports d'un switch, mettre en place les VLAN. Vous allez voir aussi, alors je n'ai pas parlé vraiment de la partie Cisco ASA, mais il y a quelques labs où on va parler un peu du DHCP snooping, donc tous les petits concepts de sécurité. Vous allez voir ça sur cette partie-là. Après, vous avez toute la grosse partie Windows Server où il y a beaucoup de choses à apprendre. N'oubliez jamais que, en fonction des entreprises que vous allez choisir, les architectures sont déjà mises en place. Donc, quand on vous appelle dans une entreprise, c'est pour venir faire du support, généralement. Ou alors, vous faites du projet. Dans ce cas, vous allez vous retrouver chef de projet. Mais vous avez vu qu'on a notre ami qui est chef de projet, qui veut changer. Donc, pourquoi je vous mets aussi en contact, c'est parce qu'il faut que vous discutez entre vous. Vous allez vous poser les questions entre vous. Vous allez dire, ouais, mais pourquoi toi, tu es chef de projet? Pourtant, on se dit, bah, chef de projet, chef, c'est bien, mais comment tu es chef de projet et tu décides de changer? Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez demander à Sodic, mais comment tu fais du DevOps alors que c'est le métier à la mode et tu te retrouves là en train de refaire du système? C'est pour cela que je voulais vraiment que vous mettre tous en contact pour que vous posiez ces questions-là. Et c'est très important parce que c'est ce qui s'appelle du coup l'orientation. Pour vous orienter, pour faire les bons choix, vous allez devoir vous poser des questions. Quand vous êtes sur LinkedIn, ne cherchez pas juste à postuler ou à regarder les posts des gens. Invitez des personnes et posez-leur des questions. Moi, à chaque fois que je suis allé sur LinkedIn, et c'est comme ça que j'ai créé ma plateforme de formation, j'ai regardé, j'ai à peu près 5280 abonnés. Mais on va dire, j'ai interrogé à peu près 2000 personnes en demandant. Et si tu te souviens aussi, Sodic, je t'avais demandé la même chose. Oui, mais tu fais du DevOps, tu fais de AWS, et qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Donc, il y a ça. Après, il y a Linux qui est très important. Donc, Linux, aujourd'hui, est en train de monter en flèche. Mais il y a aussi toute cette grosse partie-là, la supervision réseau, qui est très importante. Apprendre la supervision réseau, c'est bien, surtout la supervision avec des logiciels open source. Donc, vous avez des solutions open source aujourd'hui qui peuvent vous aider aussi à monter en compétence, à faire de la recherche. Et derrière, si vous voyez que chaque fois vous changez de métier, ça ne va pas, mettez-vous à fond sur ces solutions open source et essayez de créer vos business pour aller proposer à des petites entreprises. Donc, il y a ça, il y a la téléphonie sur IP avec 3CX que j'ai mis en place. Et puis, il y a l'automatisation avec Ansible qui n'est pas mal. Si vous me dites pourquoi je n'ai pas fait d'automatisation sur Windows Server, par exemple. Sur Windows Server, en fait, vous n'avez pas besoin de faire de l'automatisation avec Ansible. Parce qu'en réalité, Ansible utilise des scripts PowerShell pour pouvoir faire de l'automatisation. Or, PowerShell fait déjà de l'automatisation, donc ça ne sert à rien d'utiliser
des scripts PowerShell pour faire de l'automatisation avec Ansible. Ça peut être bien parce que vous allez utiliser une interface pour stocker vos scripts, pour les organiser. C'est bien, mais c'est une perte de temps parce qu'il faut aller sur tous les serveurs pour installer WinRM afin que Ansible puisse se connecter sur des machines Windows. En gros, pourquoi je n'insiste pas trop sur l'automatisation? Parce que on ne fait que l'automatisation quand c'est nécessaire. On ne fait pas l'automatisation tous les jours. Si vous êtes dans une entreprise où il y a 2 switches, pourquoi vous allez automatiser quand vous allez commencer à créer vos playbooks, ça va vous perdre plus de temps que d'aller se connecter sur un switch et de faire la mise à jour de ce switch-là. Donc, vous allez faire, par exemple, de l'automatisation dans les grandes entreprises qui ont à peu près, on va dire, des milliers de serveurs ou des switches ou des firewalls. Là, vous pouvez faire de l'automatisation. Donc, dans les cours qu'on va aussi faire, il faut aussi déterminer quand est-ce qu'on peut faire de l'automatisation. On ne fait pas de l'automatisation tout le temps. D'accord. Par rapport à l'insertion d'entreprise, par exemple, des fois, surtout quand tu n'as jamais eu d'expérience professionnelle, Oui. et que par moment, tu as les compétences qu'il faut, mais tu vois qu'en général, il y a beaucoup d'entreprises, même les petites entreprises, ils nécessitent une certaine année d'expérience. Et maintenant, ce qui fait que toi, tu as les compétences, mais difficile d'occuper un poste parce que tu n'as pas les années d'expérience qui demandaient. Ou soit dans ton CV, il n'y a pas la catégorie expérience professionnelle. Non, c'est ce que je dis qu'il faut, il ne faut pas vous limiter. C'est vrai que, comme je disais, il y a toujours un début à tout. C'est pas parce qu'une entreprise va rejeter ta candidature que tu ne vas pas continuer à chercher d'autres entreprises. Il faut continuer à chercher. Mais aujourd'hui, il faut mettre en place des techniques pour se faire embaucher. Il faut toujours commencer un peu. Alors, il y a un truc où tout le monde finit par... Il ne faut pas choisir. Quand vous n'avez pas d'expérience, ne choisissez pas ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, ne regardez pas si vous dites, oui, j'étais en master et tout, je viens d'avoir mon master. Et là, il y a une offre d'emploi, par exemple, pour faire du support. S'il y a une offre d'emploi pour faire du support, l'essentiel, c'est d'abord d'entrer, d'avoir le job, d'avoir un salaire. C'est quand vous commencez à faire du support que vous vous dites, bon, ben, j'ai vu ce que c'était que le support, ça ne me plaît pas. Et là, vous démissionnez. Ou alors vous changez de service. Et ça sera votre première expérience. Ma première expérience, je faisais du support applicatif. J'étais au téléphone, je répondais aux gens. Ce n'était pas du tout intéressant, mais c'était ma première expérience. Après, j'ai fait 3 mois. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là et tout. J'ai changé. Après, j'ai fait du terrain. Après, j'ai tellement changé. J'ai fait tout. J'ai fait tout. Et au final, j'ai tout fait et j'ai compris comment les entreprises fonctionnent. Finalement, on met la pression aux gens, mais en réalité, quand les gens sont sur place, ils ne s'épanouissent pas. Donc, quand vous êtes face à des petites entreprises, il faut juste essayer de se vendre. C'est-à-dire, essayer de convaincre l'entreprise de vous donner une chance. Donc, par rapport à ce que vous faites, dont je disais aujourd'hui que ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est d'essayer de faire des labs. On va faire des vidéos avec des démonstrations. Et il faut que vous soyez capable d'expliquer sans hésiter ce que vous avez appris. Donc si aujourd'hui on fait un cours, on parle du spanning tree, il faut que voilà, vous faites une démonstration du spanning tree. Parce que le spanning tree... c'est toujours un truc qui est d'actualité. Hein. C'est un truc un casse-tête pour les entreprises, surtout pour les grosses entreprises qui ont des centaines de switches montés en cascade. Il faut gérer le spanning tree. Donc, quand vous allez passer un entretien, la première question qu'on va vous poser, et c'est pour cela qu'il faut faire attention quand vous avez des certifications, quand on vous pose des questions techniques,
On voit peut-être que vous ne savez pas répondre parce qu'effectivement, vous n'avez pas peut-être appris. Au lieu de dire oui, je suis certifié Cisco et après on part vous demander qu'est-ce que c'est que le spanning tree, vous commencez à vous gratter la tête. Ou alors vous dites oui et tout, je sais installer des firewalls et on vous dit c'est quoi un tunnel IPsec, c'est quoi l'ISAC AMP, c'est quoi les algorithmes de chiffrement et là vous commencez à bégayer. Donc ce sont des trucs qu'il faut faire attention. C'est pour cela qu'il faut prouver ce que vous savez faire par des vidéos, par les moyens qu'on utilise aujourd'hui. Et comme je dis, il faut que chacun de vous essaye de se créer un blog. Et quand vous allez apprendre, d'ailleurs j'ai oublié, quand vous allez vous former justement sur tout le cursus là, ce que je vous recommande, parce que moi je n'aime pas donner les documents aux étudiants, mais sur Windows Server, je vais essayer de vous donner les documents parce que c'est un peu du costaud. Mais je vais vous donner les techniques d'apprentissage pour apprendre très rapidement. Et d'ailleurs, quand vous allez avoir ces techniques-là, vous n'allez presque plus jamais payer des formations en ligne. Et c'est pour vous dire que ne vous habituez pas au fait que oui, vous avez suivi un cours, vous avez terminé le cours et vous avez compris. Non, vous n'avez pas compris. Le cerveau oublie vite. Il faut mettre des techniques pour pouvoir vous remémorer tout ce que vous avez appris. Parce que vous allez finir le cursus, ça va durer 3 mois, il y aura des choses que vous allez faire, ensuite vous n'allez plus revenir dessus. Et une fois que vous avez fait cela, il faut trouver du travail. Et le travail que vous allez trouver, ça ne sera pas forcément en lien avec ce que vous avez appris. Est-ce que ça va aller dans l'eau ce que vous avez appris? Et non, il ne faut pas que ça aille dans l'eau.